Et ben aujourd'hui, dans le canapé des coulisses, on va interviewer Rudolf. Bonjour. Merci. Génial. Eh ben, bienvenue Rudolf. Bienvenue à toi aussi. Dans le canapé des coulisses. Merci beaucoup de me recevoir chez toi. La maison est magnifique. Là, vous voyez pas tout, mais on a une terrasse de 200 mètres carrés. On a des toboggans, on a une grande herse à l'entrée. Enfin, c'est magique. Vraiment, le 9-3, ça fait envie, Rudolf. Je suis très heureux de t'interviewer aujourd'hui. Tu as été un de mes profs à Impro Studio. Ça me fait vraiment plaisir de mettre un petit peu de lumière sur toi et d'en savoir plus sur ton histoire. Je suis impatient. Et j'ai envie de te demander, de t'introduire, de te présenter, mais de la façon que tu préfères. Ça doit être en chantant ou en rime, ou juste nous dérouler ton CV. Alors, mon CV. Donc, Rudolf Quabo, voilà, 43 ans déjà. Donc, si je me définis, c'est des choses que je sais pas trop faire. Donc, en 2018, j'ai arrêté mon boulot, un boulot dans l'industrie, pour faire quelque chose d'un petit peu plus passionnant. Et il se trouve que, pendant 2 ans, j'ai donné des cours d'impro chez Impro Studio. Et c'est là où on s'est rencontrés. Et je suis pas le roi de la synthèse, donc je pense que j'ai pas envie d'en dire trop et je pense qu'on va me découvrir tout au long de l'interview. De manière extrêmement originale, j'ai envie de te demander comment as-tu découvert l'impro et comment se sont faits tes premiers pas sur scène. Alors, l'impro. L'impro, qui dit impro dit scène. Moi, depuis très jeune, j'ai été attiré par le fait de faire rire les gens. C'est mon rapport à l'école, c'est la sociabilisation, c'est les copains. Et du coup, très tôt, on m'a dit quand est-ce qu'on doit sur scène. Ça, c'est depuis que j'ai 15-16 ans, quoi. Mais le fait est que, en fait, je suis très timide de base. C'est que le rapport à la scène, pour moi, les premiers moments où je me suis vu devant les autres, où comment dirais-je, les projecteurs étaient sur moi, c'est lié à l'école, c'est lié à quand on devait apprendre des poésies. Et du coup, en fait, ça m'a traumatisé, la poésie. Parce que quand j'étais face aux gens, je perdais tous mes moyens. Et du coup, en fait, pourquoi je dis ça, c'est parce que j'ai lié la poésie, la scène au théâtre, où il fallait apprendre quelque chose par cœur. La scène, pour moi, c'était l'angoisse. Ah, il y a une poésie en particulier où tu te souviens que c'était l'angoisse maximale? Peut-être au collège, je ne pourrais pas dire quelle était la poésie, parce que même le titre, j'ai dû l'oublier. Mais je me revois incapable de sortir un mot. Et pourtant, j'avais révisé avec ma maman le soir, pendant des heures et tout ça. Et là, c'est de voir les yeux sur moi, en attente, comme ça, genre, vas-y, dis quelque chose. Et moi, j'étais là, terrifié, quoi. Les mains moites et tout. Et donc, du coup, je me revois aussi au lycée, il y avait des cours de théâtre dans mon lycée. Et en fait, j'allais aux cours de théâtre, c'est-à-dire je regardais les gens qui étaient en train de faire des cours de Tu t'étais théâtre, pas inscrit, juste mais t'y je allais. m'inscrivais pas, Ok. parce que ça me terrifiait aussi. Mais par procuration, tu dis ah ça, Je savais où c'était, je savais ce qu'il fallait pour y aller, mais en fait, pour moi, c'était pas possible. toutes les semaines à l'heure du théâtre, t'y allais et tu regardais. Non, on va pas dire ça, c'est pas vrai, mais j'ai le souvenir d'y être allé plusieurs fois et de me dire ah ça a l'air sympa, rien que la scène ça me donnait envie. Une fois en fait, je devais avoir 16-17 ans, il y a des amis qui ont fait des cours d'impro, période lycée, et elles m'ont invité aux portes ouvertes, tu sais, à la rentrée. Ou plutôt à la fin de l'année, il y avait un spectacle et ça donnait aussi envie aux gens potentiellement d'y aller. Et en fait, j'ai fait une scène avec une prof, donc j'avais 16 ans, 17 ans. Et en fait, ça s'est super bien passé, les gens se sont régalés et tout, et moi j'ai kiffé. Et du coup, j'ai encore gardé ça à 16 ans. D'un côté, mes amis m'ont dit ah, tu t'inscris l'année prochaine? Ouais, ouais, ouais. Et en fait, non. Et du coup, ils s'attendaient, vu que ça avait bien marché, à ce que je m'inscrive l'année d'après. Et ben non, j'avais toujours ce blocage de la scène, et du coup, je suis pas allé. Et j'ai attendu, attendu, attendu. Après, il y a eu les époques, vraiment, je prenais du plaisir à regarder tout ce qui était les comiques des années 2000, Palmade, Elise Moon, Elie Dieudonné, tout ça. Où il y avait Graines de Star Comics, où tu avais là où, c'est ce qu'a fait à l'époque, je crois, Kev Adams, voilà. Ah, ok. Et il avait 16 ans, lui, à l'époque. Moi, j'avais déjà peut-être, je sais pas, 25 ans, 26 ans. Je me disais, oh le bâtard, il fait ça. Et du coup, voilà, les années ont passé. Et à un moment donné, je me suis dit, bon. Et en fait, c'est à l'anniversaire de mes 30 ans. Ah ouais. Donc, t'as vraiment pris tes premiers cours. que en fait, on m'a inscrit, on m'a donné de la thune pour me dire, bon, maintenant, faut que tu fasses, faut que tu t'inscrives à un truc de théâtre. Et en fait, c'est là où j'ai découvert les 13 à l'Ouest, ma troupe de l'époque. Je suis allé les voir.
Et il y avait Aline, il y avait Raph ce soir-là. Et il y avait quasiment personne. Et je me rappelle être allé au bar et les voir discuter comme ça. Moi, je les avais déjà repérés. Et ils disaient, ouais, est-ce qu'on va jouer ce soir? Il y a quasiment personne et tout. Et moi, j'étais, ah non, moi, je suis venu pour vous, hein. Ah bah oui, J'avais ramené un couple d'amis et tout ça. Et du coup, ils se sont dit, ah ouais, bah, il faut qu'on joue, il y a des fans déjà. Et du coup, je me suis inscrit l'année d'après au 13 à l'Ouest. Et c'était il y a 12-13 ans, quoi. Wow. Ah, donc c'était avant que Aline et Raph créent un Pro Studio. C'est ça. Et ben, bah, ça remonte à loin tout ça. Voilà. Donc je t'ai dit, j'étais vraiment pas bon en synthèse. Ouais, t'as pris bien le temps avant de t'y mettre, c'est peut-être pas plus mal. Est-ce que dans la scène d'impro ou même hors, plutôt théâtre, est-ce que t'as vraiment une ou deux figures qui t'inspirent? Des proches ou des gens plus. Que ce soit des proches ou des gens que tu connais moins, mais où tu regardes leur travail et tu dis ah ouais, moi j'aimerais bien m'approcher de ce style-là, où il y a beaucoup de bons éléments à apprendre. Bah, dans les proches, il y a des gens comme Guilain, tu connais son frère. Oui. Ça, c'est vraiment dans les proches, parce que Guilain, il a su très tôt, comme d'autres, hein, aller voir dans d'autres troupes, quoi. Je suis très ancienne école, j'ai l'impression au départ que le fait d'aller voir trop ailleurs, c'était un peu tu trompais, quoi. Ah ouais, la trahison. La trahison. En fait, c'est con de voir ça comme ça, quoi. En fait, tu te fermes des opportunités. C'est bien de voir ce que font les autres. Maintenant, de plus en plus, dans chaque troupe, il y a des spécialités, quoi. Guilain, il est allé vers l'impro chanté et le long forme. Et il a aussi fait des stages. Moi, j'allais consommer de l'impro dans mes cours. Et après, je rentrais chez moi, quoi. Il y Et a je des faisais autre cours, chose. les scènes avec les 13 à l'ouest. Et je faisais même pas... Je fréquentais pas le milieu de l'impro, en fait. Alors que j'ai vu beaucoup de gens qui ont vécu le début à l'impro de manière plus passionnelle, c'est-à-dire à en consommer beaucoup, à faire que ça. Et moi, j'ai commencé l'impro, j'avais un enfant en bas âge. Ma vie, c'était ma vie de famille, et l'impro, c'était ma petite bulle d'air, mais passionnée, mais de manière assez raisonnée, quoi. Je mangeais pas impro matin, midi et soir, quoi. Ah, ça aide niveau de disponibilité quand on n'a pas d'enfant. Et donc, voilà, je voyais les gens qui me revenaient de stages de 2 jours, 3 jours, même en province. Et j'avais un peu cette frustration, mais en même temps, je me disais, bon, bah, chacun sa vie, hein. Et donc, Guilain, je le cite parce que lui, je l'ai vu très tôt aller dans plusieurs chemins, faire des stages et tout. Après, dans le monde de l'impro, bah, il y a les eux, quoi. C'est les gens qui, très vite, je les ai vus se professionnaliser, faire de l'impro leur métier, quoi. Quand toi, tu as ton métier, que tu es salarié, que tu as ton petit train-train et que tu fais l'impro, ton activité extra-pro, c'est pas la même manière que se dire à un moment donné, bon, l'impro, c'est ma vie, quoi. Pour moi, c'est vraiment ce que tu veux faire de l'impro, quoi. Est-ce que tu veux en faire ta façon de vivre, ton métier, ou est-ce que c'est juste la même chose qu'un cours de yoga ou qu'un cours de piscine, quoi. Et dans tous les cours ou je sais pas, les spectacles que tu as pu faire, est-ce que tu te souviens d'un moment où tu as eu un déclic sur une mécanique de l'impro, une mécanique du rire, un moment éclair de génie où tu as fait mais oui, telle scène, quand on l'a fait, il faut faire comme ça, ou alors quand je me positionne, il faut que je fasse comme ça. Un déclic d'apprentissage. Sur scène, j'ai pas le souvenir. C'est possible, mais là, je mentirais si je te disais, ah oui, c'était le 12 octobre 2012. Non, non, non. Une certitude, c'est que moi, comme tout le monde, j'ai une marge d'amélioration, des caps que je peux franchir. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai encore des blocages je suis très sensible à l'entente avec les gens. Et en fait, bon, j'ai mon background, mes techniques et tout ça qui font partie de moi. Mais sur scène, ça va marcher ou ça va pas marcher avec certaines personnes. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, que ce soit des gens que je connaisse ou que je connaisse pas, ça fonctionne, on se comprend. Et d'autres où je sens qu'il y a des points de tension, quoi. Où j'ai l'impression de ressentir chez l'autre un malaise. Et du coup, je vais me focus là-dessus. Et moi, ça va me bloquer dans la manière dont je vais jouer. Je vais pas me sentir libre parce que je vais me dire, ah là, il est en difficulté, elle est en difficulté. Ouais, en éponge, tu vas capter du coup son malaise. Après, par rapport à ta question, ouais, le déclic, je pense que c'est tous les jours. Tous les jours, je me dis, ouais, c'est ça. Et puis en fait, ça peut soit s'écrouler, ou alors je l'oublie, ou alors ça se vérifie pas sur scène. Mais dans l'impro, j'ai vraiment pas de certitude, je crois. J'ai mes théories, mais des fois, pour X raisons, ça va marcher ou pas. Il y a des scènes où ça a été l'extase, mais j'ai pas une formule magique ou une recette qui s'est vérifiée un jour sur scène. J'ai pas eu le Eureka sur scène, quoi.
Bah, en parlant d'extase, du coup, est-ce que c'est quoi ton meilleur ou tes deux, trois meilleurs moments sur scène où tu t'es senti, mais oui, c'est le moment, c'est cette soirée, on est tellement connectés. Est-ce que tu as des moments clés comme ça de bonheur pur? J'ai du mal à sortir les tiroirs de ma mémoire. Mais c'est sûr, oui, c'est sûr qu'il y a des moments d'extase, mais il y en a plein. Enfin, sur plus de 10 ans, il y en a forcément beaucoup. Sinon, j'aurais pas continué aussi longtemps. Nous, avec les 13 à l'Ouest, on est vraiment l'équipe à l'ancienne. On continue à faire des matchs, quoi. Pour certains, ou à des moments, ça a été ringard. Je trouve que c'est bien de rester dans, pas la tradition, mais dans ce qu'on sait faire ou dans ce qu'on aime faire, parce qu'à un moment donné, c'est cyclique, c'est comme les modes, à un moment donné, les gens ne le font plus et ils disent ah ouais, ils font encore ça, c'est des gars à l'ancienne, c'est des bons. Et dans les matchs, bah, des fois tu tombes sur des troupes où en fait, tu vois juste au sourire à la fin des impros, pendant les impros, après les matchs, où tu as juste l'adrénaline et tu t'es régalé. Moment personnel, il y a des impros chantés. Tu sais, quand tu trouves la rime ou le refrain et que tu as les gens qui commencent à taper des mains. Après, il y a une époque où on faisait beaucoup les étoiles. Ça se faisait, fut un temps, je sais pas si ça doit encore se faire. On remettait l'étoile, on demandait au public, il y avait un petit sondage pendant le match ou pendant la soirée. Et en fait, c'était un peu la récompense personnelle. Ah, le meilleur joueur ou la meilleure joueuse du match. Qui vous a le plus marqué en fait. Ok. C'est pas vraiment le meilleur, mais c'est si vous retenez un truc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a fait triper? Et quand j'avoue, même si moi je fais l'impro, parce qu'en fait il y avait le côté du groupe qui te cache. Mais il y a des moments où tu peux, hop, coucou c'est moi, et puis tu te recaches dans le groupe. Et en fait moi la dynamique de groupe c'est ça qui me porte quoi. C'est pour ça que j'ai fait de l'impro. Et du coup j'avoue que le petit plaisir perso quand t'as ta première étoile, tu te dis que ah ouais je suis pas tout seul en fait. J'ai kiffé la connexion avec le public, j'ai eu l'impression à un moment donné de porter le truc. Autant des fois, j'ai eu la première étoile et je m'y attendais pas du tout. Parce que moi, je suis très critique, tu vois, sur moi-même. C'est très rare que je sorte et que je me dise, ouais, c'était bon. En général, je sors, je dis, c'était bien pourri. C'était bien mauvais. Et en fait, tu sors et tu discutes avec les gens, ils sont là, waouh, c'était chambé. Et tu fais, bon, on doit être entre les deux. Ouais, est-ce que toi tu me dis ça parce que t'es mon pote ou Ouais. parce que vraiment c'est un vrai avis Et quand, voilà, pendant un spectacle, on te sort une étoile, tu te dis, ah ouais, et qu'en plus t'as kiffé, tu dis, ouais, bah, j'ai pas été tout seul à kiffer, quoi. En fait, j'ai vraiment, à un moment donné, j'étais porté par un truc et j'ai emmené tout le monde. Et ça, c'est le truc le plus kiffant. C'est quand tu t'entraînes tout le monde, tu sens qu'il y a une vibe dans la salle et les gens, à la fin, ils ont kiffé, en fait. Tu fais ça que pour ça, quoi. Enfin, c'est-à-dire, kiffer, faire kiffer, quoi. Donc voilà, c'est pas un moment particulier. Sur des longues formes aussi, où tu sens que ça, que voilà, tu fais ton travail, tu mets les choses en place, et puis après en fait, tu connais ton personnage, tu sais qui t'es, t'as compris la relation que tu avais avec l'autre, ça match, tu fais des petits running gags, les gens se régalent, tu vois que ça marche, et puis ça dure 1 heure, et puis en fait, c'est déjà terminé, tu fais waouh, en fait c'était tellement bon que l'heure elle est passée mais smooth. Et t'as écrit l'histoire d'une personne qui n'existe pas et c'est passé crème quoi et tu t'es régalé. Ça, bah, je peux le citer, c'est le spectacle de Résilience de Gaël Kiefer qui était à un Pro Studio il me semble aussi il y a pas mal d'années et qui m'a invité dans son spectacle qui s'appelle Résilience. T'as un héros, c'est un peu le parcours du héros, mais tu demandes au début du spectacle quel va être le moment de bascule dans sa vie, qui va faire que sa vie sera plus jamais comme avant. Ok, on lui donne pas sa quête, mais le moment où Ouais. ça switch quoi. Et là, c'était quoi? C'était une rupture amoureuse, je crois. Mais on peut la faire à ses 16 ans ou à ses 90 Voilà. ans quoi. Et donc, du coup, qu'est-ce qui va se passer après cette rupture? Qu'est-ce que ça va changer en elle? Est-ce qu'elle va réussir à se relever? Et en fait, moi, j'ai fait très peu de longue forme. Et en fait, là, pour le coup, Toi tu fais beaucoup de cabarets, beaucoup de matchs, ça. ouais. Après, avec ma troupe, on a fait du mid-form, on a fait la 13 en forme, qui est un truc un peu entre les deux, tu vois. Et, mais le long form, tu vois, c'est un peu. Tu te lances un peu à corps perdu, ça fait un peu peur sur le papier. Surtout que là, on n'a quasiment pas répété. Donc du coup, quand ça se passe bien, que tu es à l'aise, tu passes un bon moment, que les gens dans le public passent un bon moment,
qu'en fait, t'as rien répété, tu t'es juste fait confiance et t'as fait confiance aux autres. Et en plus, les acteurs, il y avait Sébastien Serra, ce jour-là, mais Un expert sur les animaux. mais il y avait pas d'autres. Les autres, je les connaissais de vue, un peu du milieu, tu vois. Comme je te dis, moi, ça fait des années que je suis dans le milieu, mais du coup, vu que j'ai jamais trop fréquenté le milieu, les gens, je les connais. C'est-à-dire que je les ai croisés pendant 10 ans, mais j'ai très peu parlé avec eux. Je connais pas la personne, si tu veux. C'est-à-dire que j'ai été sur scène avec eux, mais souvent, les gens, je connais même pas leur prénom, quoi. Alors que je les côtoie depuis plus de 10 ans. Ou alors, j'ai joué avec eux il y a 4 5 ans, mais du coup, je me rappelle pas trop. Si, je peux me dire, ah ouais, lui, je sais que c'est un mec un peu cartoonesque. Lui, c'est un mec, il a toujours la punchline. Ou lui, je sais qu'il est à l'aise. Tu sais, comme je te disais tout à l'heure, où je vais sentir qu'il est en difficulté, quoi. C'est quelqu'un qui, même s'il est en difficulté, ça transparaît jamais sur lui, tu vois. Donc ça, j'ai des indices, tu vois. J'ai mes petites, j'ai mes petits papiers dans la tête sur telle et telle personne, mais donc là, pour te dire, dans ce spectacle, je connaissais quasiment personne et ça s'est super bien passé. Donc c'est la magie de l'impro, quoi. Tu te fais confiance, tu fais confiance à l'autre et tu passes un bon moment. Et ça, c'est les trucs où tu te dis, bah non, faut pas que j'arrête ce truc, quoi. Faut que je continue, c'est que du bonheur, quoi. En fait, c'est la question que j'allais te poser après, c'était pourquoi après tant d'années tu continues? En fait, ça t'apporte quoi encore l'impro dans tes semaines, que ce soit en spectacle ou en répète? Bah, l'impro tous les ans, parce que l'impro, c'est aussi, quand tu as une troupe, c'est le côté associatif. Donc c'est du travail, c'est de l'investissement. Mais en fait, c'est des moments d'échange, c'est des moments hors scène où c'est des moments d'amitié, tu t'accompagnes les gens dans leur vie. Tous les ans, tu te poses la question, parce que on est amateur, tu vois. Donc les rêves de gloire, pour ma part, tu vois, j'en ai eu, mais tu te dis, est-ce que c'est à travers cette troupe que que je vais le réaliser? Et puis, en fait, tu te rends compte que bah, la scène, c'est de la scène, que tu sois professionnel ou amateur. T'es sur scène, t'as un public, C'est le même taf. Enfin, et au final, c'est le même taf. C'est juste que c'est une question d'heures, de temps d'investissement, quoi. Et le plaisir, il est là, quoi. Donc, c'est toujours dur pour le côté associatif de relancer la machine, de se dire, ah bon, il faut motiver les gens, l'investissement, tu as des départs, donc il faut qu'il y ait des arrivées. Mais pour rester sur l'idée de l'impro, bah, ça t'apporte en fait des heures de psy en moins. Parce que en fait, quand t'as merdé sur un truc sur scène, tu dis pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai agi comme ça, pourquoi j'ai bloqué. Tout à l'heure, je te disais, c'est toi qui disais que t'es une éponge, bah, je suis d'accord avec ça, c'est que des fois j'absorbe trop quelque chose que me renvoie l'autre, qui est peut-être pas vrai en fait, c'est peut-être juste une projection. Et du coup, ça va jouer sur comment je vais être sur scène, comment je vais jouer justement. Et en fait, bah, je me questionne par rapport à ça, tu vois? Je me dis, «Pourquoi j'étais comme ça? J'aurais dû agir comme ça». Et après, tu en discutes avec tes partenaires, toute cette réflexion, mais en fait, c'est des choses qui peuvent t'arriver dans le monde professionnel, qui peuvent t'arriver dans ta relation, de couple, pourquoi j'agis comme ça? Pourquoi je surréagis? En fait, la scène, c'est un laboratoire de relations humaines. ouais, constamment, on teste les limites, on Ouais. voit c'est quoi la connexion, les choses qui sont OK avec les autres, la prise de leadership. Enfin. Voilà, le leadership, ouais, tout à fait. Quand est-ce que je dois aller en avant? Quand est-ce que je dois un petit peu me mettre en retrait? Quand est-ce que je dois pousser les autres? Quand est-ce que je dois ouais, m'effacer? Il y a aussi le côté narratif. Là, moi j'aime bien parce que ça me rend plus curieux par rapport à qu'est-ce que c'est une narration, qu'est-ce que c'est les ressorts de la narration, comment on fait une bonne histoire. Ça, c'est des choses que j'ai travaillé que très tardivement, quoi. Ouais, le voyage du héros, la situation initiale, le déclic, Voilà. tout ça. Ouais. Et puis regarder les films et lire des romans d'une autre manière, tu vois. Comme je te dis, ça fait peut-être 4 ans que tout ce côté narratif, de la dynamique, je le prends vraiment en considération et j'essaye de m'améliorer, d'apprendre des choses. Et du coup, en fait, c'est de l'amélioration continue, quoi. L'impro, Totalement. c'est tout le temps se remettre en question, quoi. Si la vie, c'est pas ça... Tu vois, pour mes 40 ans, on m'a offert un t-shirt... on m'a offert un t-shirt où il y avait marqué je suis né il y a 40 ans et depuis j'improvise. Je trouve ça très fort parce que c'est ça, la vie en fait c'est que de l'impro. Ouais. Tu sais pas ce qui est, tu prends de l'expérience mais quand
prends une bûche, tu vois, tu fais ah ouais, je savais pas ça. Quand je vais remonter sur scène, la scène c'est la vie, tu vois, je vais pas faire pareil, je vais pas me recrouter, tu vois. Sur scène, t'essayes de faire pareil, quoi. Ouais, chaque jour, tu sais pas avec qui tu vas jouer dans la rue ou en faisant la file d'attente au supermarché ou n'importe où. C'est ça. Chaque fois, c'est une nouvelle scène en fait. Ouais. Donc c'est ça, la vie, c'est... L'impro, c'est une métaphore de la vie, quoi. Donc j'ai envie de continuer à vivre, j'ai envie de continuer à improviser. En parlant du coup de prendre la lumière ou pas, est-ce que tu as déjà fait du stand-up, Rudolf ? Du coup, oui, ça fait un moment que je vais en faire, mais cette lumière, en fait, elle me fait un peu peur. Et en fait, paradoxalement, cet engouement pour le stand-up ces dernières années, ça me réfrène encore plus. C'est-à-dire qu'il y a tellement de gens qui en font que moi, je suis un peu le mec qui veut aller en contre-courant. Et en fait, c'est peut-être parce que j'aime pas de base la concurrence. D'accord. Qu'en fait, il y a tellement de personnes sur le marché, on va dire, qu'en fait, ça m'inhibe, quoi. Je me dis, les gens, ils ont la dalle, ils sont motivés, toujours par rapport à ce qu'on disait. Moi, j'ai une famille, je deviens de plus en plus plan-plan. Et il y a des gens qui, tous les soirs, ils sortent, ils vont au Paname, enfin, dans les scènes ouvertes, et ils font la file d'attente, machin. À moi, je vais faire 5 minutes. Et en fait, je sais pas si j'ai l'énergie pour faire ça, quoi. Et l'écriture, pareil, moi, j'ai pas vraiment d'expérience en écriture, hein. J'ai commencé ce travail, ouais, j'ai des textes, Un soir, j'ai pris en otage l'improvibar et j'ai fait un sketch. Ah, mais non. Si. Il y avait Flavien et tout ça. Comme beaucoup, je caresse le rêve de faire un spectacle, mais je suis pas assez discipliné. Et puis, je me mets pas la pression. Et en fait, si tu te mets pas la pression, si tu te mets pas une deadline, c'est comme tout, tu fais rien, t'avances pas. Et vu que je suis assez heureux dans ma vie, je me dis, qu'est-ce que ça va te rajouter? Est-ce que tu en as vraiment envie? Je sais qu'au fond de moi, j'en ai un peu envie, mais je me mets pas la pression, en fait. Mais j'aimerais réussir à me mettre la pression. En fait, juste pour le faire. D'ailleurs, j'ai déjà fait un sketch, j'avais écrit un sketch sur les cheveux, à l'époque où j'avais encore un peu de cheveux. Sur les coiffeurs, en fait. Voilà. Et du coup, j'avais répété, je m'étais filmé, j'avais fait avec ma femme et tout, elle m'avait drivé et tout. Et du coup, un jour, on avait à l'improvibar, je sais plus pour quelle occasion, je sais pas, je me demande si c'était pas pour un événement de Flavien. Du coup, j'avais en tête à un moment donné de glisser mon sketch à un moment donné. Sachant que l'improvibar, c'est vraiment pas un lieu de stand-up, quoi. Mais je m'étais dit, justement, il n'y a pas un public de stand-up, personne s'y attend, du coup il n'y a pas de pression. À un moment donné, je vais arriver, je vais dire hop, au fait j'ai un petit truc à vous dire. Et du coup, j'ai balancé mon sketch comme ça, c'est passé, j'avais ma souffleuse, donc ma femme au premier rang, qui à un moment donné m'a dit oh là, tu t'égares là, il fallait dire autre chose. Mais c'est passé crème. J'étais en terrain, c'est-à-dire qu'il n'y avait que des gens bienveillants. Et c'est marrant parce que je voyais que les gens, ils disaient mais qu'est-ce qu'il fait? C'est improvisé? Ouais. Pas du tout, on dirait pas. Il est en train de faire du stand-up là, alors qu'on est à l'improvibar. On va appeler la police. C'est ça, la police de l'impro. Mais non, mais je voulais juste faire de l'impro. Je voulais faire du stand-up. Privé de scène pour les 10 prochaines années. Le mec, il a fait un truc écrit à l'improvibar. Et du coup, par contre, c'était un peu chelou parce que du coup, on avait joué et que du coup, j'avais des gens dans mon dos. Et j'avais des gens, et j'avais le public. Mais en fait, ça s'est improvisé. Vu que moi, j'ai improvisé ça, Flavien et d'autres sont mis, tu sais, dans le petit recoin, l'arrière-scène, les coulisses de l'improvibar. Et du coup, ils étaient dans mon dos. Et du coup, moi, je faisais mon sketch devant le public. Mais du coup, il y avait des rires aussi derrière. Donc, j'étais un peu... Donc ça m'a un peu désarçonné, quoi. C'était un peu chelou. Et j'ai fait aussi un sketch, parce que quand j'étais à Impro Studio, j'ai fait en fait comme un prank. En fait, un mec qui nous a contactés à l'époque pour faire un départ en retraite. Ah, mais je me souviens, mais c'était il y a 3 ans, 4 ans. Ouais. Parce que oui, tu m'en parlais, que vous aviez un rencard, son pot de départ. Et... Ouais. Attends, c'était quoi son taf déjà? Le mec, il était directeur commercial chez Fleury Michon. Dans le jambon. Je me rappelle où tu me disais que genre on avait cours avec toi et 2-3 jours plus tard, t'avais ça. Et je me disais, mais c'est génial, moi je veux faire ça comme taf. Et là, c'était Auch parce que c'était à la station F. Je sais pas si tu vois. Ouais, je vois très bien. Donc, tu vois, genre. Les startups, c'est Je immense. sais pas, il y a une hauteur sous plafond de ouf. Enfin, au niveau, à la fin du truc, j'avais plus de voix. Fallait gueuler, en fait. Il y avait un monde fou, en fait. Il y avait des gens qui étaient là, mais du coup, moi, je me suis mis sur une chaise.
pour parler devant les gens. En fait, moi, c'était un pot de départ et j'étais un mec, soi-disant, un ancien collaborateur. Et en fait, je faisais le mec ultra fan. Sauf que personne ne me connaissait. Il y avait que des anciens salariés. Et moi, je sors de nulle part et je fais ce mec est formidable. Et je sors blague sur blague et tout ça. Il y a Sébastien Serra, du coup, qui m'avait imprimé un faux CV. Parce que j'avais fait le sketch aussi, je l'avais répété avec Sébastien. Et il m'avait fait un faux CV en format, mais genre le truc, il faisait, je sais pas, 1m20 sur 50 cm. Et j'étais là, de sortir son CV et tout. Parce que le mec, bien sûr, il avait 40 ans d'expérience, donc il avait... Mais il y avait des trucs sur le CV, genre langues étrangères, elfes, c'était n'importe quoi. Et donc voilà, il y avait cette expérience qui était assez flippante quand même. Comment il avait réagi le gars quand tu t'as commencé à parler? Il s'est figé ou il... Non, le gars il était là genre... C'était le seul qui savait. Mais c'était aussi perturbant parce que moi j'étais devant les gens et lui il s'était mis dans mon dos. Vu que je lui parlais, je le checkais quand même. Mais du coup je parlais à des gens et les gens... T'avais plusieurs regards, t'avais les regards genre, tu sais, le mec qui est le comique de la bande d'habitude, qui me regardait des pieds à la tête. D'autres gens qui étaient là genre, ah, il est fort lui et du coup, et c'était marrant parce que j'étais là avant et du coup les gens me parlaient et je devais mentir sur qui j'étais. Et puis après, une fois que j'ai eu terminé, les gens me questionnaient et moi en fait je suis parti en mode, j'ai fait le job, je me casse. Je l'ai fait genre, ouais, on se rappelle pour la facturation et je suis parti parce que je voulais pas commencer à taper les petits fours et les machins et tout et puis c'est malaisant parce que du coup tu continues à faire le mec qui joue un rôle quoi. Et en fait on s'était pas briefé sur le fait quand est-ce que je révèle que c'est faux, tu vois. Donc du coup vu que je pouvais pas trop lui parler et je lui ai dit bon je m'en vais. Et puis je me suis barré quoi. Une sortie propre. Voilà. Mais du coup je suis vénère parce qu'il y a sa belle-fille qui m'avait filmé. Elle se dit c'est qui ce petit jeune et tout. Et puis à la fin je suis parti en voleur. Mais j'ai pas pu récupérer la vidéo quoi. Ça aurait été sympa à voir. Parce que je m'étais sapé, genre un peu premier de la classe, avec les petites lunettes, la petite veste. Mais j'étais pas fier non plus. J'étais sur un banc, j'étais un peu en mode je tremble à moitié et tout. J'étais là sur le banc. Mais voilà, c'était pas du stand-up, c'était un peu. Mais par contre, ce qui était impressionnant, c'est que du coup, j'avais capté l'attention de genre plus de 100 personnes. Quoi. Parce qu'il y avait. Du coup, vu que je gueulais, il y avait les gens à côté, de la table d'à côté, genre une espèce de BDE ou je sais pas, ils étaient genre 5 ans. Ouais, parce que c'est pas fermé, cette station, t'as les espaces hyper communs. Et tout. Donc par contre, j'ai pris du plaisir à avoir autant de monde comme ça, qui tous les yeux sur moi. Et moi, je balance, et puis il y a des rires à droite, à gauche. Donc, c'est un truc, je sais, je peux le faire. Mais le stand-up, en fait, je suis pas sûr que... Moi, je suis un peu de la vieille école. Et je suis pas sûr que ce soit mon mode d'humour. Ou alors je me trompe, c'est peut-être que faut que je trouve quel est mon style. Mais moi je suis un peu de l'école des sketchs quoi. Ouais, parce que tu joues un personnage. Ouais, t'as les stand-up où t'es vachement en échange, à demander les prénoms et où sont allés en vacances les gens dans le public et à vanner. En plus de ce que t'as écrit, mais ouais, plutôt les one man où t'es seul en scène et tu fais des persos. C'est peut-être plus ça plus ton mon truc. truc. Mais là ça demande vraiment un travail d'écriture, de rentrer dans des personnages, mais je pense, enfin, c'est pas je pense, en plus dans mon entourage, dans l'impro, il y a une porosité entre l'impro et le stand-up de toute façon. Tu vois, le nombre de personnes qui viennent de l'impro, et je ne vais pas te cacher que je suis un gros consommateur de stand-up. J'ai des centaines, voire des milliers d'heures de podcasts de stand-uppers, enfin, je regarde quasiment que ça. Donc, je les regarde, je suis un peu tapis dans l'ombre comme ça. Et ce que je retiens, c'est qu'il faut y aller, quoi. Le seul truc, c'est qu'il faut... Tant que c'est bien d'écrire, mais tant que tu fais pas comme... on peut citer notre ami Jean-Paul. Tant que t'es pas comme un Jean-Paul qui va écumer les bars et que tu vas... Il faut éprouver les blagues, les roder, les peaufiner, t'aiguises ta lame à chaque fois. Quoi. Mais il y a quand même des... Comment on appelle ça il y a quand même d'autres gens, j'ai plus les personnes en tête, mais si, Haroun, eh ben, ce mec-là, il fait pas trop de plateaux, en fait. En fait, lui, il fait ses propres plateaux, mais à un moment donné, il avait fait un spectacle qui s'appelait En Vrac. Et en fait, il le jouait dans des bars, mais pas des bars qui sont dédiés au stand-up.
Et en fait, il testait ces trucs devant les gens, mais il a déjà un public captif, quoi. Et du coup, il testait ces trucs en vrac. Et ensuite, il a fait des spectacles. Mais en fait, il a fait un spectacle de ses bouts de blagues. Mais en fait, il n'est pas fan d'aller tester des blagues à la queue leu avec d'autres. Et moi, j'avoue que j'aime pas trop cette ambiance. C'est un peu la faune, quoi. Et l'idée d'aller le soir dans Paris, dans des bars, dans des caves, tester des blagues de 5 minutes pour rentrer tard, j'ai pas la foi de faire ça. Ou alors je ferais, tu vois, de manière anonyme, juste pour mon plaisir. Moi j'ai un ami qui est prof de guitare, qui est artiste, qui écrit des trucs et tout. Il y a 10 ans, il a fait un spectacle de guitare, il a loué un lieu, il a fait son spectacle. Sa mère, elle est artiste peintre, elle a fait ses décors et tout ça. Et lui, c'est juste, c'est plus, tu vois, moi je suis plus là-dedans. Je suis plus, j'ai un projet, je veux l'écrire, et ben je le fais. Après, je vais pas faire de la promotion pour me faire repérer ou quoi ou qu'est-ce par un producteur. C'est-à-dire, c'est le truc de commencer quelque chose, le terminer et le réaliser. Et après, voilà. L'idée du succès, je l'avais peut-être quand j'avais 20, 30 ans. Mais en fait, le succès, ça me fait peur. Maintenant, j'entendais l'autre jour un mec à la radio qui est rappeur, qui veut pas être connu, le mec. Je sais plus comment il s'appelle. Il y en a quelques-uns des rappeurs. Et le mec, lui, il a pas de masque, mais en fait, il a refusé des Bercy, des machins. Il avait fait en fait son spectacle, il avait fait un crowdfunding et il avait gagné 270 000 euros. Et il avait badé de ouf parce que en fait, il fallait qu'il dépense cette thune. Et du coup, pour dépenser cette thune, il a dû faire un clip, il a dû faire des trucs. Mais en fait, lui, il voulait pas faire ça. Lui, son délire, c'est un peu un mec un peu gaucho, tu vois, qui est issu d'une famille artiste. Et lui, il veut juste faire son art, kiffer, en vivre, mais il veut pas le star system, il veut pas qu'il y ait un emballement, il veut pas répondre à des interviews, il veut pas il veut que ça soit intimiste à chaque fois, quoi. Ouais. Et moi, en fait, avec le temps, je suis plus dans ce délire-là. C'est aussi pour ça, je fais la boucle, je reste dans l'impro, parce qu'en fait, le côté amateur, ça me suffit, en fait, le lien avec le public. Nous, on fait des tournées, on va en France, tu vois, on va dans des villes, on a fait Aix-en-Provence, on est même parti à La Réunion, on est parti au Québec. Vous êtes allé à La Réunion? Ouais. Là, les 13 à l'Ouest, vous avez fait un. Pas tous, parce que après c'est par rapport à la disponibilité, mais on est allé à La Réunion, on est plusieurs fois au Québec. Et en fait, c'est des échanges, tu vois. Les gens, à partir du moment où tu invites les gens, ils t'invitent. Après, il faut mettre les fonds nécessaires, mais en fait, au final, tu fais des tournées. Mais en fait, je kifferais quand même l'idée d'en vivre, tu vois. Mais d'en vivre, c'est-à-dire si je gagnais ce que je gagne aujourd'hui en tant que salarié, et que c'était mon métier, bah ça serait cool. Mais après, voilà, les tournées, les machins, c'est un truc aussi qui est fatigant et puis qui est en équilibre par rapport à la vie de famille. Moi, je suis très attaché à ça, tu vois. Bah, je sais pas, mon fils, j'ai envie d'être là pour lui le week-end. J'ai pas forcément être envie d'être dans un bus ou dans le Thalys ou dans le. Ça me fait pas triper maintenant, tu vois. Donc c'est vraiment le rapport à la scène, faire kiffer des gens à un instant T. Mais voilà, et pour en revenir à ta question qui était l'écriture, le stand-up, j'ai envie de me mettre cette exigence d'écrire, mais je suis pas assez sérieux dans mon exigence aujourd'hui. Mais j'ai beaucoup de gens autour de moi qui sont dans la même problématique. C'est-à-dire, ça fait des années qu'on se dit il faut qu'on écrive, mais on procrastine, on prend pas de rendez-vous. Moi, j'ai des amis, en fait, ils ont fait, pendant un an, ils ont fait de la scène. Ils étaient deux sur scène. Et en fait, c'est un jour, il y en a un qui a pris l'initiative de rencontrer un mec promoteur d'une salle. Et il a booké pendant un an la salle sur un concept. Il a mis sur le fait accompli. Et en fait, ils ont fini leur spectacle, qui était un peu un spectacle autour de l'impro. Et le Marabout Show, pour pas le citer. Et du coup, pendant un an, ils ont fait ça, quoi. Ils ont joué. Et c'est fatigant de faire des dates. Même le 24 décembre, t'es là, tu joues. Mais c'est possible. Après, faire une carrière, c'est autre chose. Parce qu'après, que ça marche sur la longueur, c'est un taf, quoi. Il n'y a pas beaucoup d'exemples d'artistes qui sont équilibrés. Enfin, les exemples de vie de famille qui sont comment dire, parce que au final, quand t'es artiste, c'est toi.
tu vois. C'est toi, ta carrière, t'es devant et ta famille, elle doit suivre, Et si t'étais banquier pendant, je sais pas, 20 ans et que t'étais déjà avec ta femme et que tu lui dis chérie, j'ai envie d'être artiste, bah, elle n'a pas forcément signé pour ça, tu vois. Donc après, tu te mets en danger. Il y a de la marge entre voilà, faire une vie, une carrière et juste écrire un spectacle et le jouer, tu vois. Moi, pour l'instant, mon objectif, c'est plus ça. Avoir une idée, se raconter sur le papier et puis le jouer devant des gens et puis voir ce que ça donne, quoi. Donc, je sais pas quand est-ce que ça se fera, mais Peut-être bientôt sur le plateau de stand-up. peut-être. Est-ce que on parlait de personnages, que ce soit pour un pot de départ ou autre, ton personnage refuge, c'est quoi? Genre, il y a une scène qui commence, comme parfois on nous dit, bon bah si t'as pas d'idée d'action, si tu fais une action, bah tu creuses. Au moins tu fais une action, t'es pas juste les bras ballants ou les mains dans les poches à regarder ton partenaire et à commenter ce qu'il fait. Tu fais une action, tu creuses. Toi, c'est quoi ton perso qui creuse? Soit celui où tu y reviens le plus souvent, ou celui que t'aimes le plus jouer. Je sais pas, on me dit souvent, il y a une blague dans la troupe, c'est que Quabo là il sort sa langue là. Quand j'ai... c'est, ça c'est un tic que j'ai, c'est un peu quand je rentre sur scène quoi. Ok. Donc je joue de la langue. Alors ça peut être un vieillard, un papy, là j'avais plus comme ça, mais ça va être dans le physique quoi. Ça va être, je vais me mettre tout de suite dans un truc. On dit que j'ai un jeu très corporel quoi. Donc c'est des archétypes quoi, c'est des clichés de personnages. Ça va être le mec qui bombe le torse, donc ça va être plutôt un mec sûr de lui, tu sais vraiment le macho quoi. Ça peut être un vieillard, ouais, comme j'ai dit, ça peut être quelqu'un de très maniéré. Ça va être dans le physique. Après, c'est pas parce ça va être quelqu'un de maniéré, mais la psychologie du personnage peut être complètement différente. J'ai pas l'impression d'avoir. Oui, il va y avoir après les personnes racisées. Tu vois. Vu que j'ai des origines, je peux me permettre. Donc je vais faire un antillais, donc ça va être l'accent, machin. À un moment donné, je faisais beaucoup, justement, je parlais des premières étoiles, tu vois, je me rappelle d'une fois, j'avais fait une diseuse de bonne aventure antillaise, et le personnage, il avait cartonné, et du coup, pendant un temps, je faisais beaucoup ce personnage, tu vois. T'es dans ta roulotte, tu tires les cartes, ou alors, je me rappelle aussi d'avoir fait une comédie musicale où j'étais un vieil Africain fatigué qui passait le balai comme ça, et qui chantait son spleen. J'aime bien faire les accents, moi. Mais bon, le risque avec les accents, c'est que tu entraînes les gens à faire des accents et des gens qui sont pas à l'aise avec les accents. Ah, c'est un terrain glissant. Hein. Ouais, voilà, mais bon, moi j'en maîtrise assez. Mais après, j'essaye de pas les faire parce qu'en fait, ça t'enferme derrière En fait, tu mets beaucoup d'énergie dans cette corporalité. En fait, t'es moins à l'écoute. Ah, pour la construction de l'histoire. Voilà. Donc maintenant, j'essaye d'être plus neutre en fait dans mes personnages. Après, ça dépend si c'est un cabaret, si c'est des scénettes. Être dans un archétype, dans quelque chose de très caricatural, ça marche bien tout de suite. Tu vois. T'as pas à faire une relation très très forte. Tu vas pas rentrer dans la psychologie du personnage. On ne demande pas de savoir d'où il vient. Enfin voilà, en 2 minutes, 3 minutes, t'as pas trop le... Donc ce qui est intéressant, c'est d'avoir des choses très fortes. Quoi. Ouais, c'est pas évident de jouer des personnages même racisés. Moi, un des conseils qu'on avait, je crois que c'était d'Aline ou peut-être de toi, c'était d'essayer de renverser du coup la tendance pour pas tomber dans des clichés ou je sais pas, quelqu'un qui est portugais, qui va construire un mur ou des choses comme ça, mais si tu joues un Sénégalais, bah, tu vas jouer un directeur d'établissement. Tu vas pas jouer un rôle subalterne. Essayer de renverser les schémas qu'on a par défaut. Et là, ça passe mieux que de faire c'est sûr, si t'es blanc, une caricature. Quoi. Ah ouais, non, c'est des trucs sur lesquels j'essaye de... Ça fait tout de suite Michel Leb. Quoi. Ouais, moi j'ai une question, c'était sur personnage refuge, donc... Des personnages très marqués. Et est-ce qu'il y a une contrainte d'impro que vraiment tu dis celle-là, on me demande, j'y vais quoi. Bah quand c'est corporel, j'aime bien le doublage. Ah, c'est les pas doublages facile. À l'américaine là. Ouais. Ok. C'est pas facile. Moi j'aime bien faire les voix, j'aime bien faire les personnages, mais il faut aussi que la personne soit à l'aise avec ça en face. À la base j'aime bien doubler, doubler un truc qui n'a rien à voir. Vu que j'aime bien faire des voix. Ça fait un moment où je me dis, faut que j'arrive, moi je suis pas monteur, mais j'aimerais bien prendre des images, tu vois, et faire une autre histoire en doublant, tu vois. Et du coup, j'aimerais bien le faire en impro,
Mais le doublage croisé, ce que je te disais, ça demande à ce que la personne en face soit aussi à l'aise. Après, j'aime bien les chanter aussi, mais ma troupe n'est pas spécialisée dans les chanter. C'est quelque chose où je me réfrène un petit peu pour pas mettre trop en difficulté. Comédie musicale, j'aime bien parce qu'il y a le corporel plus les chanter. Mais ça, c'est un truc qui est. Il faut avoir les codes aussi, donc les gens sont pas forcément à l'aise. Ouais, tout ce qui est dans le corps, la musique, les voix, ça me plaît. Ouais, t'as pas envie de mettre en difficulté la troupe parce qu'il y a des trucs que tu préfères ou d'autres. Tu te souviens d'une scène où tu te dis là, c'était vraiment pas raté, bon, ou raté, mais une scène qui s'est vraiment pas passée comme prévu. Ouais. Bah, c'est comme les scènes qui se sont bien passées. Il y en a vraiment beaucoup. Il y en a. C'est la base de l'impro, c'est qu'il faut passer sur ce qui s'est mal passé. Mais non, il y en a trop. Puis j'ai vu dans ma troupe, tu vois, sur plus de 10 ans, il y a eu tellement de gens. Il y a le niveau a tellement changé. Dans les troupes qu'on a rencontrées aussi, on a rencontré des débutants, on a rencontré des étudiants. Il y a beaucoup de troupes, tu sais, qui sont des troupes d'école, d'ingé ou de. Donc les niveaux, ils sont tellement hétérogènes. Des fois, ça matche pas du tout. Des fois, justement, tu veux aller vers une catégorie d'impro. Les gens sont pas à l'aise du tout. Ils ont pas du tout les codes. Et du coup, ça se passe pas. Mais ce qui est fort avec l'impro, c'est que quand tu es face à un public de néophytes, quoi que tu fasses, même si pour toi c'est très mauvais, les gens qui n'en ont jamais vu et qui se verraient pas une seule seconde, t'aurais beau les traîner sur scène, ils iraient pas. De voir des gens sur scène, ils se disent déjà de base, waouh, c'est fort et tout. Mais si, j'ai une scène qui me revient parce que c'est une scène. Allez, le tiroir s'est ouvert. Oui, parce que ça, c'est une scène qui revient. C'est un peu un running gag, mais je vais pas citer de nom parce que. On vous mettra les vrais noms à la fin. Mais en fait, oui, c'était une scène de refus répétitif. C'est-à-dire qu'on était dans une compétition d'impro avec la troupe des 13 à l'Ouest à l'époque. Il y avait Aline sur scène. Donc c'était un arbitrage local. Donc il y avait l'arbitre et l'équipe d'en face. C'était l'arbitre qui était de chez vous. Non, chez eux. De chez eux, ok, Ouais. D'accord. Et donc eux, ils jouaient. Et nous, on s'était fait siffler des fautes. Bon, tu t'en fiches, les fautes, ça fait partie du folklore. Là, déjà, c'était un peu dur, tu vois, les fautes. C'était un dimanche en plus, et il y avait 3 personnes dans la salle parce qu'ils étaient allés les chercher dans la rue et tout ça. Il y avait quasiment personne. Et en plus de ça, donc les fautes sifflées contre nous, un peu dur. Quasiment personne dans la salle. Et en plus, à chaque proposition, il y avait des refus. C'est-à-dire qu'on arrive sur scène, on faisait toc toc toc, on rentrait, et en fait, la scène, c'est genre, on était un peu on venait prendre les meubles, les huissiers. Ok. Bonjour, monsieur Poignard et monsieur Dufour, on vient pour les meubles, ouvrez-nous s'il vous plaît. Ah non, c'est pas possible. D'accord. Et en fait, on l'a fait peut-être 3 fois, 4 fois, et à chaque fois, c'était ah non, vous êtes pas au bon numéro. Ah non, vous êtes pas au. Et à la fin, on se regardait, on regardait l'arbitre, et voilà, donc c'était clairement du refus. Il n'y avait rien, tu vois. Ça pouvait être marrant la première fois, la deuxième fois, mais à la 4e fois, on se dit bon. Et en fait, tout le match, c'était ça, quoi. C'était des gens qui se mettaient en valeur, c'était du moi-je, tu vois. Et il y a eu 0 construction Et là, tu te dis waouh, c'est long. Heureusement que c'était un festival et qu'on s'est bien marré et qu'à la fin, on en a rigolé, quoi. Et on a perdu le match, tu vois. Ouais, Y a pas de. et là, tu te dis, Pas de karma. ouais, on n'a rien partagé, on s'est pas marré, mais à la fin, ça en devenait marrant tellement ils voulaient pas jouer, on n'avait pas la même conception de l'impro, tu vois. Mais bon, on s'entendait tellement bien, c'était les débuts que voilà, on a rigolé, on était un peu vénère sur le moment, mais après, on s'est dit bon. Ils ont même pas réalisé qu'ils ont été odieux, quoi. Et personne s'est amusé. Il y a eu ça, et puis il y en a une autre qui me revient aussi. Ça aussi, c'est le deuxième running gag des 13 à l'Ouest. C'est ne pas consommer de produits pendant un match d'impro. D'accord. Tu sais, il y a des pauses pendant un tournoi. D'accord. Et voilà, il y a eu des produits qui ont été consommés pendant... Ça n'a pas aidé les ça impros. n'a pas aidé du tout. J'imagine. C'était des gros moments de solitude après coup. Donc voilà.
Don't try this at home. Et le lien entre les deux, c'est que en fait, la connexion, si t'as pas de connexion parce que t'as pris des produits, t'es alcoolisé, ou parce que les gens en face ne sont pas ouverts, sont pas connectés à toi, eh ben, en fait, la magie, elle opère pas. Il n'y a pas de, y a pas de magie. Il n'y a pas de secret. C'est voilà, c'est la base du plaisir sur scène, quoi, de partager des choses. Ouais, tu m'étonnes. Alors, quand on était en première année, il y avait un de la troupe qui arrivait souvent quand on faisait les spectacles de fin de trimestre. Et en fait, lui, il se mettait des murges énormes tous les vendredis soirs, samedi soir. Et du coup, quand il arrivait et qu'on faisait nos spectacles, en plus, c'était un horaire simple, quoi. C'était à 14-15 heures. Et lui, il était encore dans le mal total. Ouais. Il venait jouer. On le sentait à des kilomètres. Et j'avoue que la connexion, des fois, niveau timing, c'était pas la même latence, quoi. T'es pas au même niveau, là. Puis, de toute façon, deux bourrés sont pas forcément connectés parce qu'ils sont bourrés. Parce que tout le monde n'a pas le même alcool. Il y a l'alcool méchant, il y a l'alcool... Et puis, de toute façon, c'est pas pour rien qu'on peut pas boire quand on conduit. C'est que tu réagis moins vite. Voilà, tes sens, ils sont complètement altérés. Donc, vu que tu dois être très alerte quand tu es sur scène, voilà. Mais bon, après, il y a des gens, et nous, c'était un peu le truc de l'époque, on s'est dit, là, on était un peu dans une phase de test, on va voir ce que ça donne d'être différent sur scène, quoi. Bah, ça marche pas. C'était nos débuts. On était jeunes, on était fous. Est-ce que cette année, tu as des objectifs? Bon, on parlait stand-up, mais là, c'est sur les 10 prochaines années. Mais est-ce que cette année, avec la troupe, vous dites, OK, il y a un format qu'on veut essayer, ou toi, tu as envie de tester des nouvelles contraintes, ou des nouvelles choses? Alors, au niveau de notre troupe, on le verra, là, on va avoir notre AG bientôt, et puis c'est concerté, j'ai peut-être pas les mêmes attentes que les autres. Ouais. Moi, après, c'est en écoutant un podcast que je crois que c'était Kian Kojandi, le podcast de Kian, c'est un bon moment. Enfin, en tout cas, il y avait un échange sur le fait de quand tu es sur scène et enfin, tu discutes avec toi-même sur qu'est-ce que tu ressens, tu vois. Par exemple, je sais pas, ça rigole pas, ou quelqu'un, t'es stand-upper et t'as quelqu'un qui te prend à partie, ou qui essaie d'être drôle, tu vois. Qui essaye de faire rire les gens et potentiellement ça peut marcher, tu vois. Comment tu fais pour rester focus sur ton spectacle et d'être bien et de pas te liquéfier sur scène, quoi. Et en fait, moi, c'est plus ça que je veux travailler, mais là, c'est vraiment un objectif perso, c'est de rester dans mon jeu, dans la scène et de continuer à interagir et de pas me cacher, quoi. De pas, parce que je suis pas bien, de pas essayer de fuir et de plus aider mes copains sur scène, tu vois. Parce que des fois, tu trouves des excuses pour, je sais pas, quitter la scène plus tôt, ne pas rentrer, t'es là en train de discuter avec toi et tu te dis non, non, mais là, c'est pas le bon moment. Là. Et ben, en fait, de sortir de ça et d'être toujours disponible. Ou voilà, ce que je te disais tout à l'heure, la petite voix qui te dit ah, mais là, il est pas à l'aise, là, machin. Non, non, t'es pas avec cette petite voix là, t'es sur scène. Ou alors, justement, pour revenir à ce podcast là, il disait ok, tu sais que tu vas avoir cette petite voix, eh ben, tu lui dis attends, dégage, parce que là, en fait, je suis sur scène. Donc, en fait, de pas être dans ta tête, mais d'être dans l'instant présent, quoi. Ouais, et puis de dire, OK, au lieu de te dire, OK, il est mal à l'aise, donc je vais être mal à l'aise, de dire plutôt, moi, je suis tellement à l'aise, je vais réussir à la rendre connectée et super à Ou l'aise. alors, en fait, non, t'as l'impression qu'il est mal à l'aise, mais il est peut-être pas forcément mal à l'aise. Arrête de penser ça et voilà, c'est qui ton perso, au fait? Qu'est-ce qu'il va dire maintenant? Ou alors, c'est ça aussi que j'avais en tête, j'ai oublié, c'est te servir de ah, ça me met mal à l'aise qu'il soit mal à l'aise. Bah, ok, bah, prends ce malaise et en fait, tu t'en sers pour le personnage que t'es à l'instant T et tu vas le dire. Là, je te sens pas bien, là. Tu vois? Et en fait, plutôt que ça soit le petit singe derrière dans ta tête qui est là, ting, 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 j'avance plus, tu sais, en fait, t'es en erreur système parce qu'en fait, t'es en train de discuter et en fait, tu sers à rien, t'es un poids sur scène, t'es un robot, là, qui a plus de piles. En fait, non. Ok, là, je suis pas à l'aise, il a pas l'air à l'aise, ben, je m'en sers et je le joue. Après, peut-être que t'as plus rien à dire sur cette scène, bah, tu vas sortir et tu vas justifier le fait que tu sortes, mais tu vas pas juste prendre ton parachute et te barrer de scène parce que t'es mal à l'aise. Tu vois, ces mécanismes, vraiment travailler sur ça pour que ça soit bénéfique à la scène et que ça donne une dynamique. J'avais une autre question.
c'est quoi le bâton de Quabo? Le bâton de Quabo, c'est très personnel ça. Ça c'est, je sais pas, ça c'est Flavien forcément. Je ne citerai pas de nom. Bah, tu vois, c'est tous ces clichés racisés. Vu que j'étais le seul black dans la troupe, c'est des choses qui ne se discuteraient plus aujourd'hui, tu vois. Oui. C'est que on m'avait calé le fait que j'étais le black, donc il y avait une échelle de Quabo. C'était l'échelle de Quabo. D'accord. Tout s'était décliné par rapport à ce que tu peux imaginer, voilà, avoir un rapport sur un bâton, je te laisse. D'accord. Alors que peut-être que non, en fait. Personne n'a jamais rien vu. Mais c'est fantasmé. Je pense que je dois dégager quelque chose de sexuel pour certains ou de Flavien, si tu nous regardes. voilà. Il y a quelque chose, il y a un sex appeal qui se dégage du Quabo. Et voilà, du coup, c'est l'image qu'on me collait dans la troupe. Moins parce que beaucoup sont partis de cette époque. Mais pour les ex-13 de la troupe, il y aura toujours une échelle de Quabo. Merci pour la question, Flavien. Génial. Moi, pour clôturer, je voudrais te demander... On imagine Rudolf avec une longue barbe blanche qui va jusqu'au bout de la pièce. Si tu avais un conseil à donner à des improvisateurs, que ce soit des débutants, des plus confirmés, ce serait quoi le conseil de Maître Quabo? Conseil du sage. Ouais. Le conseil du sage, moi je suis que dans le plaisir en fait. Je te parlais de. C'est ma conception de l'impro, c'est de le concevoir comme un peu une manière de mieux se comprendre et de mieux se comprendre aussi vis-à-vis d'autrui, quoi. Donc pour moi, le conseil, c'est de prendre du plaisir sur scène à jouer avec les autres et à se découvrir. Et puis si c'est un conseil aux improvisateurs, de toute façon, s'ils sont dans l'impro, c'est qu'ils savent déjà qu'ils prennent du plaisir. Donc c'est de continuer à prendre du plaisir, quoi. Et d'apprendre à en prendre encore plus. Voilà. Et de grandir avec l'impro. C'est ma vision de l'impro. Donc de ne pas arrêter. Merci beaucoup, Rudolf. Merci à toi, Yvan. Est-ce que tu as des annonces à faire ou de la pub pour les 13 à l'Ouest ou d'autres choses? Alors, ayant une mémoire très déficiente, mis à part aller sur le site Facebook, le site Facebook, ça fait vraiment vieux con, sur la page Facebook, parce qu'on n'a plus de site internet en fait. Non, on a un Instagram très peu alimenté et une page Facebook, et vous verrez toute la com qui va arriver dans les semaines à venir. Merci beaucoup, Rudolf. Merci à toi. C'est tout pour le moment, pour ce canapé des coulisses. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Merci. Ciao, ciao.